le soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un vent glacial, fait trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. Halloween. Un concept si simple, mais qui m'a procuré d'innombrables années de joie. Il y a quelque chose que je trouve amusant à propos de ça. Pendant une journée, on s'en fout un peu de toutes les règles et on balance tout par la fenêtre. On ne fait que s'amuser. Et c'est génial. Les enfants se rendant dans des maisons d'étrangers, en leur prenant des bonbons, ce qui serait interdit à tout autre moment de l'année, est soudain devenu la norme. C'est l'une des seules fois où vous pourriez être dans un ascenseur avec Captain America, une infirmière sexy et un zombie, et que personne ne réagit. Cependant, il y a une tradition d'Halloween qui m'a marqué toute ma vie. C'est les épisodes spéciaux d'Halloween des Simpsons. Rien ne combine le plaisir et la peur d'Halloween comme Homer recréant le corbeau ou Ned Flanders se pavanant comme le diable. Ils étaient un élément de base dans ma maison en grandissant et je les consomme toujours comme des bonbons à chaque Halloween. C'est pourquoi, lorsque j'ai entendu que ma station locale allait organiser un marathon spécial Halloween, j'ai étouffé de joie. Cependant, avec le recul, j'aurais aimé avoir fait autre chose que d'être témoin de ce que j'ai vu. La nuit d'Halloween se passa comme d'habitude. J'ai passé la nuit à regarder des films d'horreur classiques et à distribuer des bonbons à l'occasion. Alors que le marathon approchait de son début, je me suis retrouvé à me sentir comme un garçon de 8 ans. J'ai préparé ma collation, y compris les restes des bonbons d'Halloween que j'avais en surstock exactement pour cette soirée, et je me suis préparé pour une nuit de plaisir. Pendant les premières heures, ce n'était rien de moins qu'une magie nostalgique effrayante. Avec 30 émissions spéciales, j'ai passé environ 15 heures de télévision, et je dois admettre que c'était un peu fatigant, même pour moi. Finalement, j'ai succombé à l'ennui et au sucre, et me suis endormi. J'ai été réveillé un peu plus tard par une publicité qui était plus forte qu'elle n'avait le droit de l'être. Il était environ 3h30 du matin, et l'un des épisodes spéciaux venait de se terminer. J'étais sur le point de jeter l'éponge, parce qu'ils entraient dans les derniers spéciaux et qu'ils n'étaient pas mes préférés, étant donné que leur humour ou histoire ne m'intéressait pas trop. Du moins, comparé au premier épisode. Mais quelque chose a attiré mon attention. L'intro de l'épisode avait une ouverture que je n'avais jamais vue auparavant, et j'étais intrigué par ce qu'elle pouvait être. Le spécial s'est ouvert avec la famille devant la télévision. Ken Brockman terminait juste les nouvelles du soir quand soudain, une horloge bruyante dans le salon a commencé à sonner. Les Simpsons entrèrent tout à coup dans une étrange transe et dirent à l'unisson « C'est l'heure ». Tout à coup, l'animation est devenue beaucoup plus nette et plus fluide. Ils avaient clairement engagé un professionnel extérieur pour faire la scène. Un par un, les membres de la famille ont commencé à convulser et à se transformer en créatures horribles. Le corps de Marge a commencé à s'allonger et à se tordre, devenant comme un serpent. Ses yeux sont devenus rouges avec une doublure jaune et elle était devenue un monstre serpent. Bart était le suivant avec son dos sortant et développant une sorte de crête. Sa peau est devenue verte et il a développé des branchies et des nageoires, devenant une sorte de créature du monstre du type Lagon Noir. Il sent son dos tordu et fait une blague sur le fait que son médecin ne sera pas content de cela. Homer se met à grogner et des griffes jaillissent de ses doigts. Sa bouche devient un museau et des cheveux bruns jaillissent de tout son corps, le recouvrant partout, sauf le sommet de sa tête, le laissant effectivement toujours chauve. Cela l'a amené à émettre sa marque TO. Lisa attendait sa transformation, mais un simple chapeau de sorcière est apparu sur sa tête. Je dois admettre que cela m'a bien fait rire. Et enfin, Maggie a flotté dans les airs et a commencé à se transformer en une chauve-souris, en formant un profond rire démoniaque, qui m'a fait frissonner. Soudain, tous leurs yeux s'ouvrirent grands et ils fixèrent simplement l'écran. Cela m'a dérangé de voir à quel point leur regard était intense et effrayant, parce que cela m'a vraiment donné l'impression qu'ils me regardaient et pas seulement l'écran. Un par un, ils ont commencé à parler prononçant une seule phrase. « Ne veux-tu pas te joindre à nous ? Pour une terreur comme tu n'en as jamais ressenti. Ces histoires ne sont pas pour les âmes sensibles. Nous avons plongé profondément dans ton esprit et extrait tes peurs les plus sombres. Si tu ne souhaites pas te soumettre à cela, nous te conseillons humblement d'arrêter maintenant. Tu étais prévenu. Tout à coup, ils sautèrent sur l'écran et le sang tint à l'orthographe Treehouse of Terror. Au moment de passer à la publicité, j'ai eu besoin d'1 minute pour reprendre mon souffle. J'ai vu toutes les émissions spéciales, y compris la nouvelle, qui a été diffusée quelques jours auparavant. Et celle-ci n'en fait pas partie. Je n'avais jamais entendu parler de Treehouse of Terror auparavant. Dans des circonstances différentes, j'aurais pensé que c'était une imitation bon marché, mais les acteurs voix et le budget de l'animation étaient là. Et je n'ai plus eu envie d'aller me coucher. Je voulais voir cet épisode, cette intro est celle qui m'a le plus marqué, et j'étais vraiment curieux de voir à quoi ressemblait cet épisode. Je me suis rassis
et j'ai attendu avec une vigueur renouvelée que la spéciale reprenne. Le premier segment était simplement intitulé « Nous nous ennuyons ». Un jeu de mots médiocre, mais c'était normal pour ces segments. Il s'est ouvert dans l'auditorium de l'école primaire où le directeur Skinner tenait une assemblée. Il passait en revue les nouveaux termes et conditions du système d'exploitation informatique de l'école dans des détails approfondis et atroces. La plupart des élèves étaient soit endormis ou alors somnolés. Au sommet de l'auditorium, un groupe d'étudiants comprenant Bart, Lisa, Milouz, Nelson et Martin était assis. Tout le monde, à l'exception de Martin, s'accrochait à sa conscience par un fil. Bart a regardé à sa droite et a vu un petit vide sanitaire avec une lumière rouge menaçante qui brillait. Bart a convaincu les autres étudiants de se joindre à lui pour s'échapper par celui-ci. Nelson entraîne Martin pour qu'il ne puisse pas les dénoncer à Skinner. Il traverse le vide sanitaire et se retrouve dans le bureau du principal. Il saccage son bureau jusqu'à ce qu'il découvre leurs archives permanentes. Bart demande à Lisa ce que disent les archives, mais Lisa répondit en montrant le livre. Le livre qui contenait une grosse empreinte sanglante en forme de visage. Apparemment, Skinner se claquait violemment la tête contre ce livre. Après une enquête plus approfondie, il découvrait une planche de Ouija confisquée. Le groupe s'excite et décide d'y jouer, forçant Martin réticent à se joindre à eux. La scène se déroule avec eux, posant différentes questions à la planche. Milouz demande s'il aura un jour une petite amie et le curseur claque continuellement sur le mot non. Il demande quand Martin mourra et la planche épelle le mot « bientôt ». Martin commence à paniquer et retire sa main du curseur. Un vent menaçant commence à souffler dans la pièce et la planche commence à flotter dans les airs. Le curseur se déplace tout seul en épelant « Tu n'as pas dit au revoir ». Des bras et des jambes sombres sortent de la planche et celle-ci se précipite sur Martin, le jetant sur un porte-manteau et l'empalant. Nelson essaye de combattre la planche, mais les ombres s'enroulent autour de ses bras et l'obligent à se frapper au visage en scandant bien « Arrête de te tourmenter ». Le corps ensanglanté de Nelson tombe au sol et Milouz se tourne vers Bart et Lisa. « Il n'y a aucune chance que je survive à celui-ci, n'est-ce pas ?» La planche Ouija apparaît derrière lui et dit « Non ». Il attrape ensuite le cou de Milouz et le brise. La planche avance lentement sur les tremblants Bart et Lisa. Les deux se tiennent et se disent au revoir. La planche s'arrête soudainement et dit « Adieu alors ». Les ombres disparaissent et la planche repose inoffensivement sur le sol. Bart et Lisa haussent les épaules et partent. Les deux sont sur le point de franchir les portes de l'auditorium lorsque Skinner franchit les portes et les engueule du saccage commis. Bart demande à Skinner s'il peut simplement oublier ceci, et curieusement Skinner accepte à contre-cœur et les ramène en classe. Il les emmène dans une salle de classe sombre et ferme la porte avec un sourire sinistre sur son visage. C'est là que les choses prennent une tournure extrêmement inconfortable. Toute la musique et le son s'arrêtent, et la caméra commence à descendre dans le couloir vers l'auditorium. Il pousse les portes et révèle tous les autres étudiants encore dans la pièce, mais ils ne dorment plus. Tous les étudiants sont extrêmement pâles, avec leurs yeux écarquillés de terreur. Ils sont tous complètement immobiles, et il est clair qu'ils sont morts. La caméra effectue lentement un panoramique révélant tous leurs visages morts, figés par le dernier regard de terreur totale qu'ils ne connaîtront jamais. Au début de la pause publicitaire, je me suis assis là, abasourdi. Les Simpsons avaient déjà exploré un territoire sombre, mais cette scène finale était carrément dérangeante. J'étais choqué, mais de plus en plus intéressé parce que j'espérais cela depuis des années. Un spécial Halloween vraiment effrayant. J'étais vraiment investi maintenant, et je ne pouvais pas attendre plus. Les publicités se sont terminées, et le deuxième segment a commencé. Le titre de celui-ci était « L'aube des non-nourris ». Waouh, il commençait vraiment à s'étirer pour ces jeux de mots maintenant. Il s'est ouvert sur la centrale nucléaire où Lenny, Carl et Charlie regardent l'horloge qui est sur le point de sonner midi. Ils deviennent de plus en plus désespérés au fur et à mesure que les secondes passent, et ils se plaignent d'avoir extrêmement faim. L'horloge sonne midi, sonnant la cloche du déjeuner, et le groupe se précipite vers la salle à manger. Leur chemin est bloqué par M. Burns, qui les informe qu'il y a un problème avec le réacteur et qu'ils doivent le réparer avant de pouvoir manger. Charlie fait remarquer que, selon la loi, ils ont le droit de refuser un travail dangereux. M. Burns sourit et explique qu'ils n'ont jamais lu les termes et conditions de leur contrat et qu'ils avaient renoncé à ce droit. Le groupe a poussé un soupir et a enfilé des combinaisons de protection contre les risques biologiques. Ils essaient de réparer le noyau, mais il se produit une forte fuite envoyant du gaz vert nocif dans la chambre. Ils commencent à paniquer, mais Carl fait une lecture et découvre que les niveaux de radiation se stabilisent au niveau exact que les combinaisons peuvent supporter. Tant que le rayonnement dans la zone reste exactement le même, tout ira bien. Un bip soudain attire l'attention, et il regarde lentement pour voir la salle à manger, de l'autre côté du verre où Homer vient de mettre son déjeuner dans le micro-ondes. « Pourquoi le réacteur est-il à côté de la salle à manger ?» demande Lenny. « Compression budgétaire.
répondit Karl. Les combinaisons du trio commencent à éclater, les explosant des gaz toxiques. Le gaz fait fondre leur peau et les transforme en une sorte de zombie mutant. Ils brisent le verre de la salle à manger et commencent à siffler le mot « affamé » à Homer. Les trois se ruent sur Homer, qui s'enfuit dans le couloir. Homer ne peut plus courir et tente de se cacher dans les tuyaux derrière lui. Cependant, peu importe à quel point il serre fort, il est trop gros pour s'insérer entre eux. Abandonnant, il court vers la boîte à suggestions au bout du couloir et écrit « Veuillez créer des cachettes assez grandes pour le citoyen américain moyen ». Il met le message dans la boîte aux lettres et court à son bureau et barricade la porte. Les trois zombies commencent à gratter la porte et tentent d'amadouer Homer. « Laisse-nous entrer, Homer. Nous avons tellement faim. Nous allons faire vite. Ouvre. » Une fois de plus, la musique se coupe et la scène est partagée par des plans où plusieurs corps ensanglantés reposent sur le sol et le seul son est le son des gouttes de sang qui frappent celui-ci. La scène revient au bureau d'Homer où les zombies chuchotent toujours pour qu'Homer ouvre la porte. La caméra se dirige lentement vers Homer, qui est mort. Ses yeux sont sans vie et son visage est extrêmement rétréci en montrant qu'il est mort de faim au fil du temps. La scène se coupe sur cette image troublante. Je me suis précipité aux toilettes, au début des publicités, et j'ai commencé à respirer fortement. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage rétréci d'Homer qui ressemblait à ceux que j'avais vus dans les livres d'histoire. Je me suis retrouvé à trembler, et je ne savais pas comment m'arrêter. Je regarde des films d'horreur horribles depuis que j'ai 5 ans, et jamais un de ces films n'avait eu d'effet sur moi, encore moins un dessin animé. Il y avait juste quelque chose dans les images de ces enfants morts, du corps émacié d'Homer qui semblait trop faux, trop réel. J'ai débattu avec moi-même pour savoir si je voulais éteindre la télé, mais non. J'étais venu jusqu'ici et je ne pouvais plus revenir en arrière. Je devais aller jusqu'au bout. Je n'étais après tout qu'un simple dessin animé. Le segment final. Eh bien, les deux premiers sketchs ont eu des moments troublants. Ils portaient toujours les références traditionnelles et l'humour attendu de la série. Ces sketchs ne contenaient ni humour, ni vraie histoire. L'ensemble du segment était en format POV, prenant la perspective d'un personnage invisible. Ils dorment dans une tente, quand Bart et Lisa entrent et leur disent qu'il est temps. Ils se lèvent et commencent à les suivre à travers les bois. Cela dure plusieurs minutes et pendant ce temps, il n'y a pas de dialogue et pas de blague d'aucune sorte. Parfois, Bart ou Lisa se retournent et me fixent. Encore une fois, j'ai ce sentiment étrange que j'ai eu dans l'ouverture, où ils ne regardent pas seulement l'écran, mais me regardent moi. Cependant, ce n'était pas simplement le regard qui était troublant cette fois, mais leur expression. Leur visage était rempli de tristesse et d'empathie. C'était le genre de regard qu'un enfant pouvait donner à un animal de compagnie bien aimé, emmené chez le vétérinaire pour être abattu. Cela m'a rempli à la fois de peur et de tristesse que je n'avais jamais ressenti auparavant. Après 10 minutes, ils arrivèrent enfin à une mystérieuse grotte sombre. Les deux sont retournés, mais ont refusé de me regarder dans les yeux, fixant tristement le sol à la place. « Vous devez entrer seul », a dit Bart mélancoliquement. « Nous ne pouvons pas entrer. Pas encore en tout cas. » a dit Lisa avec une tristesse qui était teintée de peur. Le protagoniste invisible est entré dans la grotte et avec une lassitude accrue, a traversé l'obscurité. Chaque pas qui s'éloignait de l'entrée apportait de plus en plus d'obscurité, jusqu'à ce qu'il se trouve au bord d'un précipice, d'une obscurité totale. C'est là que la marche s'est arrêtée, et il attend tout simplement. Puis, émanant de l'obscurité, des bruits de pas lourds se rapprochaient de plus en plus. Ils se déplaçaient à un rythme lent et régulier, de plus en plus fort, chaque pas faisant écho dans la cavité de ma vraie poitrine. À travers la faible lueur du soleil couchant derrière le POV, je commence à remarquer une ombre dans le noir. Un phénomène que je sais impossible. Pourtant, il y avait cette ombre qui se formait devant mes yeux. L'ombre était du genre à ressembler à la fois à rien et à tout en même temps. La masse informe qui incarne vos pires peurs, comme si elle en était faite. C'était une ombre de pure terreur. Il s'est déplacé vers moi, et tout à coup, j'ai semblé hors de contrôle de mon propre corps et me suis senti comme convulsé. Un jet gluant de bave et de mousse est sorti de ma bouche et mon corps a commencé à trembler. J'ai touché le sol et tout est devenu noir. Je me suis réveillé quelques heures plus tard à la lumière de l'aube. La télévision était toujours en train de jouer le marathon de la veille, mais je n'avais aucune envie de le regarder, pas après ce que j'avais vu. Je me suis retiré du sol et j'ai trouvé ma chemise trempée d'un mélange de sueur et de salive. Je n'ai jamais eu d'antécédent d'épilepsie auparavant, et je ne pouvais pas me dire que ce que j'en avais vécu en était une crise. J'ai pris mon téléphone et j'ai été voir en ligne pour voir si quelqu'un d'autre avait été témoin de l'épisode étrange, mais mes recherches sont restées vides. Aurais-je pu tout rêver? Mais si c'était le cas, pourquoi étais-je sur le sol couvert de ma propre bave? Je ne sais pas ce que j'ai vu cette nuit-là, mais il y a des moments où je vois des choses aléatoires qui se déclenchent dans ma mémoire. Chaque fois que cela se produit, je souffre d'une attaque de panique massive. Quoi qu'il en soit, cela me hantera pour le reste de mes jours. Je vous partage cette histoire, à tous, à la recherche de réponses. L'un d'entre vous a-t-il vu cet épisode? Quelqu'un d'autre a-t-il éprouvé la même terreur que moi? Et surtout,
si je ne suis pas le seul dans ce cas. Qu'avez-vous vu dans cette obscurité ?